Oui, merci de me donner l'opportunité de m'exprimer sur un certain nombre de questions relatives aux droits des journalistes en Côte d'Ivoire. Je suis Armand Hiré, voilà, je suis ivoirien, je suis donc journaliste, je suis réfugié politique en France depuis euh, décembre 2013, mais avant j'étais déjà réfugié politique toujours au Cameroun où j'ai eu pas mal de soucis à cause justement du métier que je faisais, qui est le journaliste, où j'ai été arrêté 2 fois par la DST du Cameroun. La première fois, on m'a confondu à un ministre de Laurent Gbagbo selon eux. La deuxième fois, ils m'ont dit qu'il y avait des tueurs à mes trousses, compte tenu d'un certain nombre d'articles que j'avais faits sur le régime ivoirien, et donc il fallait que je me fasse protéger par la police camerounaise, par la DST. Donc, ces différentes arrestations et on va dire peut-être protection, mais on ne protège pas quelqu'un en le mettant en cellule, ont effectivement eu des impacts assez importants sur mon état physique, notamment au niveau de mes yeux. Et donc, j'ai été contraint à une opération des yeux en France en décembre 2013. Et depuis là, j'essaie de reprendre une vie normale. Et effectivement, c'est pas facile. Mais bon, je sais aussi d'organiser ma vie professionnelle autour du journalisme et de diverses autres choses pour pouvoir survivre. J'écris toujours au journal Le Nouveau Courrier d'Abidjan, qui m'a relevé au public. Et j'essaie tant bien que de mal de mettre en place des projets audiovisuels, des sortes de PAD qui ne sont pas encore effectifs, mais j'ai la foi et je pense que les choses avanceront dans le bon sens. Oui, pourquoi je ne rentre pas en Côte d'Ivoire? Écoutez, on a toujours envie de rentrer chez soi, on est mieux que chez soi. Mais quand on est face à une dictature féroce et qu'on n'a pas envie de se taire et de dire les choses, de les dénoncer, et qu'on voit que ceux qui les dénoncent finissent toujours en prison parce qu'ils sont journalistes, et que ceux-mêmes qui simplement reprennent d'autres articles de presse, de la presse occidentale, qui critiquent le régime dans leurs journaux, sont contraints à la prison, madame, il va sans dire qu'on réfléchit 2 fois avant de vouloir prendre le chemin du retour, parce que ça ne sert à rien d'être un héros enfermé, voilà, ou bien même d'être un héros au cimetière, parce que le régime Ouattara, où il t'enferme, où il te tue. C'est ça la réalité aujourd'hui en Côte d'Ivoire, la réalité aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Donc, si vous voulez le retour chaque jour de ma vie d'exilé, j'y pense, et je pense que c'est pareil pour tous les exilés. Mais il faut avoir les garanties de ce retour. On ne rentre pas dans son pays pour mourir ou bien pour se retrouver en prison. Oui, madame, sous Gbagbo, il y a eu la bavure policière concernant Jean Hélène. C'est une bavure. C'est vrai que c'est sous un régime, mais ce n'est pas le régime Gbagbo qui a tué Jean Hélène. Soyons d'accord. Jean Hélène est allé de manière, on va dire, peut-être spontanée, mais à la différence que cette manifestation des gens du RDR devant la police, devant la direction générale de la police ivoirienne, il était pratiquement le seul journaliste à la couvrir parce que les journalistes ivoiriens même n'étaient pas autant informés, si mes souvenirs sont exacts. Donc, il y a eu cette bavure policière qui n'est pas imputable évidemment au régime, à mon sens, parce que c'est un policier qui a décidé, qui malencontreusement a eu un maniement malheureux de son âme, et donc la balle a pu atteindre Jean Hélène. Mais le régime Gbagbo en son temps, l'administration Gbagbo en son temps, parce que je préfère ce thème, avait a pris des mesures tout de suite, a fait suspendre le directeur de la police nationale, Adolphe Babi, et qui a même été limogé par la suite, et éventuellement a fait condamner l'assassin la justice a agi comme dans tout pays de droit, la justice a agi, et l'assassin de Jean Hélène, un certain sergent Dago, a pris 20 ans de prison. Je crois même qu'il est toujours en prison parce qu'il s'était évadé lors de l'arrivée au pouvoir d'Alassane Ouattara, avec le fait
les rebelles qui l'accompagnaient ont ouvert les prisons, mais il a été rattrapé par le régime et je crois qu'il continue de piger sa peine. Donc, vous voyez deux cas différents. Mais maintenant, sur le régime Ouattara, quand on arrive, par exemple, dans le mois de juillet ou juin, je n'ai pas tellement les dates exactes, vous voyez que mon ami et frère Sylvain Gagneto a été assassiné froidement par les FSI, dirigé par le commandant Ben Laden à Yopougon. Vous voyez. Ensuite, il y a eu la mort du journaliste Désiré Oué, qui au début, la ministre de la Communication l'a traité de milicien, mais on s'est rendu compte que c'était un jeune journaliste qui parfois n'avait pratiquement rien à voir avec la politique, qui faisait plutôt de la culture et de la jeunesse, voilà, qui écrivait pour les jeunes et qui faisait de la culture, qui a été froidement assassiné par les FRC à son domicile. Il y a eu une communication embrouillée du régime Ouattara autour de la question. Donc vous voyez, sous Ouattara, les meurtres des journalistes, les arrestations sont directement liées à l'État, contrairement sous Babo, où parfois, les quelques fois où les journalistes ont été inquiétés, c'était parce que éventuellement eux-mêmes s'étaient compromis dans diverses choses. Par exemple, le journaliste Assé Alafé s'est retrouvé en prison sous Babo parce qu'il avait triché sur son identité. Il avait, on va dire, il avait triché sur son identité, il avait pris, il avait présenté des papiers qui n'étaient pas des papiers à lui, et donc la justice a remonté une enquête et a fini par le condamner, mais il a été gracié aussi par le président de la République. En fait, il a bénéficié d'une sortie très rapide après avoir été condamné, je crois, à 1 an de prison. Donc vous voyez bien que ce n'est pas ces différentes approches des deux administrations sur la question des journalistes. D'un côté, il y a une administration qui s'est battue pour que les journalistes ne soient jamais mis en prison et que donc retrouvent toute la plénitude de leurs moyens dans l'exercice de leur métier. Et d'un côté, il y a eu un régime qui, éventuellement, dans son arrivée au pouvoir, a estimé que il fallait empêcher les journalistes de tourner en rond, sinon ils ne pouvaient pas asseoir son pouvoir. Voilà un peu, si tu veux, les deux tableaux en ce qui concerne Babo et Ouattara dans la question de la gestion des journalistes. Oui, évidemment, il y a eu un travail colossal qui a été fait en amont pour permettre cette dépénalisation, que lui-même il avait promis dans son programme de gouvernement, même quand il était opposant. Il a dit qu'il ne mettrait jamais un journaliste en prison. Effectivement, lui, en tant que Laurent Gbagbo, garant d'un régime, il n'y a jamais eu une affaire d'État, je dis bien d'État, c'est-à-dire des autres parties de la présidence de la République ou bien de tel ministère pour mettre un journaliste en prison. Par contre, comme je vous l'ai dit, il y a eu la bavure contre Jean-Hélène. Il y a eu aussi mes confrères de Le Nouveau Courrier qui ont été arrêtés, mais ils avaient plutôt eu affaire au procureur de la République parce qu'ils ont eu accès à des documents d'enquête judiciaire et qu'ils ont publiés concernant la filière café-cacao. Mais évidemment, encore, je pense que là aussi, le pouvoir d'État, c'est-à-dire la présidente de la République et tous les autres acteurs, se sont impliqués pour que ces journalistes retrouvent la liberté le plus vite possible. Évidemment, c'était des journalistes qui étaient, on va dire, qui étaient dans la ligne proche de celle du pouvoir. Bon, mais d'aucuns ont estimé qu'ils avaient commis une faute d'éthique et de déontologie. Donc, ils avaient seulement affaire au procureur Kimou, la justice et l'exécutif en ce moment-là étaient très très indépendants les uns des autres. Et donc voilà, mais le président a usé, je pense, pour avoir bien suivi cette affaire, parce que je suis allé rendre visite à mes confrères à la maison d'arrêt de correction d'Abidjan, la MACA. Je pense qu'il y a eu quand même un petit poids, une petite pression de la part du président d'alors pour que ces journalistes-là retrouvent la liberté le plus vite possible. Mais aussi et surtout, il y a eu un élan de solidarité assez nombreux, un élan de solidarité assez fort de la part de journalistes qui ont bataillé et qui ont manifesté parfois de manière assez bruyante et en grand nombre devant le palais de justice pour que ces personnes retrouvent la liberté. Je voulais même à travers cette interview les saluer, Stéphane Bailly, Saint-Claver-Oula, qui fait aujourd'hui une autre nouvelle aventure, qui a commencé une nouvelle aventure au journal La Nouvelle Tribune,
et Théophile Kouamouo, qui n'est plus à présenter, qui ont connu les geôles pendant l'administration Gbagbo, mais pour une affaire qui n'a rien à voir avec éventuellement la présidence ou bien le président Gbagbo lui-même. Ils avaient affaire au procureur de la République. Je sais parfois que face à la propension de certains journalistes de l'opposition à vouloir entretenir une atmosphère délétère dans une situation déjà pourrie, il y a eu parfois des réactions de la masse. Il y a eu parfois des réactions lors des manifestations. Les manifestants s'en sont pris, si vous voulez, à un degré moindre à des journaux de l'opposition. Donc, c'est pas pour dire que c'était le régime qui fermait ces journaux. Non, j'ai jamais vu le régime Gbagbo fermer des journaux de l'opposition. Je n'en ai pas souvenir. Peut-être qu'à travers cette interview, quand elle sera mise en ligne ou diffusée, des gens me démentiront, mais je n'ai jamais véritablement vu des policiers débarquer dans une rédaction pour la fermer. Si peut-être qu'éventuellement, pour mettre les responsables de cette rédaction en sécurité, mais je fouille mon esprit et je fouille vraiment mes souvenirs sur tout ce qui nous est arrivé ces 10 dernières années en Côte d'Ivoire à cause de la rébellion, mais je ne vois vraiment pas à quel moment il y a eu tout ça. Je me rappelle par contre que, si mes souvenirs sont toujours exacts, que le Patriote, le principal journal d'opposition qui avait en son temps divisé la Côte d'Ivoire en deux pour dire qu'il y aura une Côte d'Ivoire du Nord et une Côte d'Ivoire du Sud, avait subi les représailles de manifestants excédés par les écrits donc, de ces journaux qui, éventuellement, étaient une véritable atteinte à la sûreté de l'État. Écoutez, moi, ce que je sais, c'est que sous le régime Gbagbo, les rôles étaient bien repartis. Il y avait des organes de régulation de la presse, voilà. Il y avait des organes même pour l'éthique de la presse, comme l'OLPED. Il y avait des organes comme le CNP, le Conseil national de la presse, qui était chargé de la presse écrite. Il y avait le CNCA, qui était le Conseil national de la communication audiovisuelle, qui, lui, avait une vue de critique et de répression sur l'ensemble des actes posés par les confrères dans leurs différents organes au niveau de la presse audiovisuelle. Si, en cette période-là, RFI, qui avait pris fait et cause pour la rébellion ivoirienne, a traité de manière insidieuse l'information et ce traitement pouvait éventuellement déboucher sur des troubles, mais il était évident que même si il va sans dire aussi que il va sans dire que si l'information est erronée et qu'elle n'est pas donnée dans les règles de notre métier, il va sans dire que le CNCA, qui est l'organe de régulation donc de la communication audiovisuelle, a toute la latitude et le pouvoir pour agir et prendre des mesures, des mesures, on va dire, d'interpellation, mais parfois aussi des mesures répressives. Parce que le CNCA ne réagit dans ce genre de cas qu'en cas de faute grave ou de récidive. Et je pense que pendant la crise ivoirienne, RFI a fait plusieurs récidives quant au mauvais traitement de l'information et ce traitement-là était sous un angle qui était éventuellement favorable à la rébellion qui attaquait la République ivoirienne. Ça revient de manière récurrente que ce soit RFI ou France 24, c'est des journaux qui dépendent en grande partie du ministère des Affaires étrangères français, c'est des médias qui dépendent en grande partie du Quai d'Orsay, donc du ministère des Affaires étrangères français. Des sources assez crédibles même disent qu'à la chute de Gbagbo, une des patronnes de RFI a même dansé dans son bureau. Des gens, des journalistes, à ma foi, jubilaient en disant que ce salaud est enfin tombé. Donc vous voyez que là, on n'est plus dans le journalisme, on est dans un monde de babous qui donne l'info selon le prisme des dirigeants français. Et il faut dire que la France, en tout cas, dans cette période-là, n'avait pas pour ami Laurent Gbagbo et donc tous les dirigeants français, que ce soit le plus petit conseiller municipal dans une région éloignée de France ou le président de la République en passant par les ministres et les députés, Laurent Gbagbo était l'homme à abattre. Donc, RFI et autres faisaient vraiment plus de journalisme, ils faisaient plutôt de la propagande, de la propagande haineuse envers le régime Gbagbo. Et donc, il est clair que des organes de régulation de la presse comme le CNCA et autres ont eu le nez creux en agissant ainsi. Voilà. Donc je disais,
Sous le régime Ouattara, à la différence de l'administration du régime Gbagbo, si on veut rester dans ce temps, qui éventuellement, pour que la question des journalistes soit réglée, a pu mettre en place des organes de régulation qui étaient dans toute la plénitude de leur pouvoir, sous le régime Ouattara, il y a une répression des journalistes qui part du sommet de l'État. C'est-à-dire que les ordres de répression de la presse sont émis depuis le ministère de l'Intérieur et de d'autres officines, comme on va dire, de répression de l'État de Côte d'Ivoire. Vous voyez, lorsque différents journalistes sont assassinés, lorsque différents journalistes sont mis en prison, comme le cas de Sissavané, qui est en train de concocter un plan de communication pour redorer l'image de l'ancien chef d'État ivoirien Laurent Gbagbo, et dont les ordinateurs étaient saisis par les éléments du ministre Ahmed Bakayoko, qui s'est retrouvé en prison un peu plus d'1 an, lorsque des journalistes comme Assalé Tsemoko, qui s'avère être de plus en plus l'une des bêtes noires du régime, alors qu'il est même proche du PDCI, sont harcelés de manière quotidienne jusqu'à aller porter atteinte à leur probité et à leur moralité de manière avec plein de subterfuges. Vous voyez que on est là face à une machine répressive très bien organisée pour empêcher de donner l'information vraie et réelle. Lorsque des organes de presse ont leur siège attaqué et même occupé par des militaires, comme l'a été le quotidien proche du parti de Laurent Gbagbo, qui est le quotidien même du parti de Laurent Gbagbo, à savoir Notre Voix, lorsque des sièges de groupes de communication et de presse, comme celui de Cyclone, ont été incendiés, vous comprenez que là, on est face à une machine répressive très puissante et qui ne laisse aucune marge de manœuvre aux journalistes, qui ne va pas dans son sens, qui ne va pas dans le sens du pouvoir. C'est là toute la différence. Il y a des meurtres de journalistes qui jusqu'à présent n'ont pas encore été élucidés et dont on ne connaît même pas les auteurs. Voilà un peu ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Sous Gbagbo, on a bien arrêté le meurtrier des gens. Sous Ouattara, il n'y a même pas un début d'enquête pour dire quels sont ceux qui ont tué Sylvain Gagneto à Yopougon, aux encablures donc de la caserne militaire des sapeurs-pompiers. Il n'y a aucun soupçon d'enquête pour dire qui a assassiné froidement Désiré Oué. Donc vous comprenez que éventuellement on est face à la raison d'État et on est face à la machine, même pas une raison d'État, on est face à la machine répressive d'un État qui veut que l'information soit donnée à sens unique. Et c'est ça le régime Ouattara dans toute sa splendeur au niveau de la répression des journalistes. C'est ce que je vous disais, l'éléphant déchaîné a connu des mois de suspension. Je vous parlais tout à l'heure de son promoteur qui est Assalé Tsemoko, qui est à tout moment harcelé par le pouvoir. Et donc, c'est ce que je vous disais, je vous donnais de manière assez explicite les mesures de rétorsion mises en place au plus haut sommet de l'État pour empêcher les journalistes ivoiriens de dire l'information vraie, de donner l'information comme cela se doit. Et ça se passe sous le régime Ouattara, et ça c'est pratiquement tous les jours. On peut vous citer de nombreux noms de journalistes, de nombreux journalistes qui sont allés en prison. Joseph Titi, aujourd'hui, est allé en prison parce que son organe de presse a repris simplement un article de la lettre du continent ou d'un autre journal occidental. César Etou et Boga Sibori de Notre Voix se sont retrouvés en prison parce que leur journal Notre Voix a repris un article de la lettre du continent. Désiré Oué a été assassiné, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a, à l'arrivée au pouvoir de Ouattara, il y a plusieurs journalistes qui se sont retrouvés en prison et en exil. Il y a l'ancien patron du CNCA, Franck Anderson Kwasi, s'est retrouvé en prison. Nyawa Zibrabi, qui est journaliste, s'est retrouvé en prison. Germain de Guézé, qui était caméraman à la RTI et qui a été détaché à la présidence pour suivre les reportages présidentiels, s'est retrouvé en prison. Mon ami et frère Armand Boui s'est retrouvé en prison. Qui encore? Le caméraman Serge Bogué s'est retrouvé en prison à Bouna, dans la semi-prison de Bouna, où il est revenu malade jusqu'à aujourd'hui. Il y a plusieurs journalistes, éventuellement, qui ont connu les actes de la prison sur Ouattara, simplement parce qu'on a estimé que ces personnes-là étaient proches du camp Gbagbo. Il y a pas mal de journalistes comme ça qui ont perdu leur métier simplement parce qu'on a fait une chasse aux sorcières à la RTI. Je veux parler des Hawaï Oura et tous ces gens-là. Les Herman Aboua,
là maintenant nous retombons dans des journalistes, dans la liste des journalistes qui ont été contraints à l'exil. Ils sont nombreux, à commencer par moi, à commencer par Herman Aboua, à continuer sur Herman Aboua, sur Carole Seriba Atimou, sur Seriba Benson, son époux, sur Claude Franck Aboud, l'une des meilleures voix de la radio ivoirienne, sur Paul Dokuy, l'un des vénérés journalistes de Côte d'Ivoire, animateur qui est aujourd'hui en exil. Vous voyez, il y a plein de... Je peux citer Yo Claude, Armand Vigile, vous voyez, Serge Pacom Abonga. Il y a énormément de journalistes ivoiriens qui sont aujourd'hui en exil parce que simplement, ils ont voulu dire la vérité dans ce qui se passait en Côte d'Ivoire et ils ont été indexés comme tels et ils n'ont plus le droit de faire normalement leur métier dans leur propre pays. Voilà. Soit ils sont en prison, soit ils sont morts, soit ils sont en exil. Voilà la réalité des journalistes sous le régime Ouattara. Benzaoui Debout, voilà. Benzaoui Debout aussi, il y a pas mal de personnes comme ça, pas mal d'hommes de presse qui sont aujourd'hui en exil, qui vivent les arbres de l'exil, simplement parce qu'ils ont voulu donner l'information comme il se devait. Et c'est la réalité implacable aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui ne se discute même pas, mais qui se fait sous un silence criard des organisations de défense des droits des journalistes. Voilà. Après, on sait que par exemple la CPJ, Ségozi, écrit, parce qu'en Afrique, en Guinée équatoriale, à cause de son amitié avec Laurent Gbagbo, Théodoro Obiang Nguema refuse qu'on diffuse le procès. Mais en Côte d'Ivoire, le pays de Laurent Gbagbo même, la RTI ne diffuse pas, la RTI ne fait même pas allusion au procès Laurent Gbagbo à la CPI. Donc vous voyez un peu comment il y a un blackout sur l'information et l'actualité réelle. Voilà. Moi, je pense que les organisations de défense ou bien les organisations même de journalistes en Côte d'Ivoire sont dans une impasse réelle aujourd'hui. La crise ivoirienne est passée par là, ça a divisé gravement la corporation. Ils n'arrivent même pas eux-mêmes. Je crois que jusqu'à présent, l'UFJCI n'est même pas encore allé à un nouveau congrès pour se trouver un nouveau président. Bon, l'ancien président, excusez-moi, le président actuel avait été suspendu dans une rocambolesque affaire de corruption entre journalistes. Il est revenu, les choses sont en train de continuer comme si de rien n'était. Donc vous comprenez que je ne sais pas s'il a été réélu après ou s'il y a eu un congrès, j'ai plus suivi tout ça, mais rien ne bouge au niveau des organisations de défense des journalistes, que ce soit au niveau du syndicat de la presse libre de Côte d'Ivoire, dirigé par Guillaume Bateau, qui lui aussi est plongé dans pas mal d'autres affaires qui n'ont véritablement rien à voir avec la défense des journalistes, que de l'UNJC, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, qui elle aussi, à part le fait qu'elle organise une nuit d'excellence des journalistes chaque année, pour le reste, éventuellement, n'arrive pas à véritablement décoller et à faire en sorte que le pouvoir aide plutôt les journalistes à faire un journalisme de qualité, aide plutôt les journalistes à donner les faux vrais, mais ces organisations-là sont, on va dire, un tout petit peu placides et inactives quant à la répression des journalistes par le pouvoir actuel. Il y a Marianne qui essaie de dire les choses comme elles se sont passées. Il y a le Canard enchaîné aussi, qui de manière satirique aussi, de fois, revient sur les travers du comportement de la France et du couple Ouattara à la tête de l'État français, parce qu'il ne faut pas dissocier le fait que Ouattara et son épouse gèrent la Côte d'Ivoire ensemble et qu'elle-même, elle fait partie des présidents d'institutions de la République avec son comité de lutte contre le travail des enfants. Donc c'est un membre de l'établissement du pouvoir et donc c'est les deux qui co-gèrent donc le pouvoir ivoirien. Je pense que le Canard enchaîné et dans une moindre mesure Marianne et Mediapart aussi essaie de revenir dessus avec notamment des articles de la journaliste qui a écrit le livre sur la Côte d'Ivoire. Je ne me souviens plus de son nom. Pardon? Fanny Pigeot. Oui, Fanny Pigeot, au niveau de Mediapart, qui essaie de recadrer les choses et de dire exactement comment cela s'est passé. Sinon, dans l'ensemble, la presse habituelle, la presse, je vais dire la presse qu'on connaît, comme les journaux comme Le Monde, comme Libération et autres, sont des farouches
pourfendeurs de Laurent Gbagbo et de son camp, si on va dire, et avec eux, l'information équilibrée est difficile à avoir. Voilà. Ils ont été condamnés plusieurs fois, que ce soit Paris Match, que ce soit Le Monde et d'autres journaux ont été condamnés pour diffamation. Je me rappelle encore, il y a quelques semaines, le journal La Croix faisait un article assez criminel sur le camp Gbagbo. Voilà. Parce que les gens ne semblent pas comprendre qu'en Côte d'Ivoire, en 2002, il y a eu une rébellion et que ce n'est pas Gbagbo qui s'est auto-attaqué. Donc il y a eu une rébellion, il y a eu des gens qui sont entrés par effraction dans la vie politique ivoirienne, qui sont entrés par les armes et qui ont fini par s'accaparer du pouvoir. Donc cette violence-là est due éventuellement à l'arrivée de ces armes, mais ça avait été préparé en amont parce que toutes les manifestations d'un parti politique qu'on appelle le RDR ont été toujours des manifestations violentes. Donc, ceux qui sont détenteurs de la femme de la violence en Côte d'Ivoire, on les connaît. Donc, lorsque la Croix dit éventuellement que les pro-Gbagbo sont des violents, c'est des dits qui continuent, qui ont été toujours, c'est des choses qui ont toujours été écrites, évidemment, et qui continuent. La Côte d'Ivoire se bat, ceux qui ont vraiment vécu la crise ivoirienne et qui savent ce qui s'est réellement passé, se battent toujours pour que les choses soient recadrées. C'est un vaste chantier où tout le monde a sa part à jouer, sa part à faire, et éventuellement ces journaux-là sont, comme on le dit, toujours dans leur gamme. Qu'est-ce qui va provoquer le déclic pour qu'ils se rendent compte qu'ils désinforment plutôt qu'ils n'informent? Ben, c'est à nous de pousser, de donner toujours la vraie info, de dire les choses telles qu'elles sont. Nous l'avons fait depuis bientôt plus de 10 ans, et des journaux crédibles comme ceux que j'ai cités tout à l'heure, à savoir Mediapart, Mediapart, Le Canard enchaîné et Marianne, ont fini par comprendre que nous disons les choses telles qu'elles sont, et aujourd'hui, elles abondent un peu dans notre sens. Donc, il faut continuer ce travail, d'information objective, et à mon avis, il va porter ses fruits. Donc, le FPI peut se réorganiser, qui s'est réorganisé autour d'Aboudraman Sangaré, peut éventuellement rester en justice toute ces écrits grossiers, on va dire, et ça, je suis vraiment poli en le disant, sur ce parti, en disant qu'il a une culture de la violence, alors que ce parti-là, c'est le parti précurseur de la démocratie en Côte d'Ivoire, et c'est grâce aux fondateurs de ce parti qu'on a pu aujourd'hui avoir le multipartisme en Côte d'Ivoire qui permet à tout le monde de s'exprimer, y compris même au RDR, qui lui a préféré sortir parfois du jeu démocratique pour utiliser la voie des armes. Donc, vous avez raison, les procès peuvent peut-être essayer de remettre les choses en place et d'empêcher nos confrères de ces organes-là de dire les choses telles qu'elles ne sont pas. Mais bon, il va falloir que le FPI organise tout ça et puisse réagir du tac au tac. Je pense qu'ils ont une bonne machine de communication aujourd'hui qui est en train de se mettre en place autour de différentes personnes, et que dans la mesure du possible, ces choses-là vont pouvoir éventuellement se faire.